Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Épargnant 3.0. Épargnant 3.0 qui parle de l'investissement passif, des ETF et de plein d'autres formes d'investissement. Et justement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, pour une fois, un investisseur particulier, Christophe, qui va se présenter et qui fait plein de types d'investissements différents, qui fait effectivement de l'investissement passif avec les ETF, qui fait des CPI, qui fait de l'investissement immobilier en direct. Voilà. Donc, j'ai été très impressionné par ce parcours d'investisseur. Et voilà, donc je voulais que tu partages ton expérience réussie avec les auditeurs et peut-être leur donner un certain nombre d'idées et leur montrer que tout ça ne s'opposait pas. Et alors, cerise sur le gâteau, il y a un truc qui m'impressionne, tu vas te présenter, mais c'est aussi les deals que tu fais avec les banques, étant donné le profil que tu as. Voilà. Alors, je ne voudrais pas aussi qu'on tombe dans les vidéos classiques, et j'espère que ça ne doit pas en être une, de « Bonjour, j'ai acheté 24 appartements en 6 mois et je suis rentier ». Donc, ce n'est pas du tout l'idée, c'est pas… Voilà. Mais tu as quand même une certaine réussite et tu as des choses à partager. Christophe, est-ce que tu veux bien te présenter? Bien, oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Christophe, j'ai 33 ans. De métier, j'ai commencé par faire de la sécurité incendie, puis ensuite, j'ai bifurqué de 2011 à 2014 en études d'infirmier. Et Ouais. ensuite, à partir de 2014, quand j'ai commencé à travailler infirmier, c'est aussi à ce moment-là que j'ai plus ou moins commencé à investir un peu plus sérieusement, essentiellement dans l'immobilier dans un premier temps. Et puis après, comme tu as dit, donc du coup, dans d'autres univers de placement. Et alors, c'est quoi l'étincelle que tu as eue pour te dire il faut que je me mette à l'investissement? C'était il y a combien de temps, ça? Rappelle-moi. Vraiment, j'ai commencé à investir dans des appartements en 2014. Ouais, Et après, avant ça, je m'intéressais déjà à l'immobilier, mais c'était surtout dans les achats de résidences principales. ouais. Et vraiment, mon premier petit investissement, c'est rien, mais c'est marrant. C'est le premier investissement que j'ai vendu, c'était un duplex de 60 mètres carrés et il y avait 3 places de parking, 2 en sous-sol et une à l'extérieur. Et quand j'ai fait ma première vente, j'ai vu que les gens, bah, ils regardaient que le prix au mètre carré et vraiment, ils valorisaient pas les places de parking. Donc, du coup, je me suis retiré une place de parking, je l'ai juste baissé de 5 000 euros, ce qui m'a permis de le vendre. Et cette place de parking, je l'ai boxée. Et donc, du coup, après, je l'ai loué, ça me faisait 80 euros par mois. Ça, c'était en 2012-2013. Donc, ça, Mm. c'était le petit starter. Et puis après, en 2014, quand j'ai terminé mes études d'infirmier, j'ai fait mon stage pro donc dans le sud-ouest. Je suis allé en province. Non, mais attends, tu avais un appartement alors que tu étais étudiant. Parce qu'il y a pas mal de choses où je vais t'arrêter, je vais dire, mais Oui, c'est vrai. comment c'est possible? C'est ça. Euh, Comment c'est possible? oui. Alors, en fait, avant d'être étudiant, du coup, donc ça, c'était en 2011, j'ai commencé à travailler en 2008. En 2008, Ah, je faisais la sécurité incendie. hmm. Et en sécurité incendie, ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que j'étais là-dedans, c'est qu'on peut travailler en variation de 12 heures ou 24 heures. Et ça m'a permis donc de cumuler jusqu'à 3 emplois. Ouais. Donc, je travaillais beaucoup en CDI, j'étais même pompier volontaire en plus. Donc, j'avais 2 emplois à un moment et vraiment pompier volontaire en plus. Donc, du coup, j'arrivais à me faire à 20 ans, donc du coup, 3 500 euros en CDI. Donc, du coup, Ah pour oui, emprunter. Donc, du coup, à oui, 20 bah, ans. comme je cumulais, ouais, 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 d'accord. bah, je cumulais. Donc, après, j'étais vite monté agent de maîtrise. Agent de maîtrise, c'était à peu près 1 600 euros. Hmm. Donc, fois 2, 3 200, plus les pompiers volontaires. Voilà. Plus après les petites primes par-ci et par-là. Donc après, donc du coup, j'ai pu emprunter pour un premier bien en VFA. Voilà. Et après ce bien-là, donc VFA, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux dire ce que oui, c'est? c'est vente en état futur d'achèvement. En fait, c'est des achats que vous achetez chez un promoteur sur plan. Ouais. Voilà. D'accord. Et Bon, il faut dire que tu es quelqu'un qui a la forme aussi. Tu aimes bien le sport, etc. Donc, tu arrives à oui, cumuler plusieurs emplois, plusieurs trucs oui, oui, motivés, etc. C'est c'est peut-être ça. pas le cas de tout le monde, tout le monde. Voilà. Eh ben, il faut faire du sport. Voilà, il faut faire du sport, exactement. Non, c'est vrai que je pense que la condition physique, ça m'a beaucoup aidé à enchaîner tout ça. Ouais. Et du coup, quand j'ai vendu ce premier duplex, donc du coup, j'étais tombé sur une maison dans la même ville, dans le 77. Et en fait, en 48 heures, toutes les maisons sont parties parce que les terrains, ils ont été vendus pas cher à la mairie. Enfin, la mairie les a vendus pas cher aux promoteurs.
Et en fait, c'était en contrepartie, ils devaient faire, donc du coup, le prix des maisons vraiment, enfin, ça devait être pas cher. Pour les primo-ascendants, pour les jeunes, enfin voilà, ils voulaient développer ça dans cette ville. Donc du coup, c'est ça qui moi je voulais quitter la copropriété, je voulais avoir une petite maison individuelle. Je l'ai acheté bien 15-20 sous le prix du marché pour du neuf. Donc du coup, c'est pour ça que donc du coup, j'avais vendu et voilà. J'en ai fait la place de parking, j'en ai fait un petit box et là donc du coup, c'était le petit starter. Voilà, pour la suite. Alors, ce qu'on peut dire, moi, de ce que j'ai compris de ton parcours, c'est qu'effectivement, tu es toujours à l'affût de situations spéciales, j'ai envie de dire. Mmh. Et il y a des situations spéciales en bourse, hein, les fusions, acquisitions, etc., où il y a certaines personnes arrivent à se faire de l'argent. J'ai l'impression que toi, tu fais ça sur l'immobilier. Tu fais pas Mmh. de l'immobilier en te disant tu prends un bien standard avec un rendement standard et machin, etc., et, Non, ou non. un Pinel, et tu cherches vraiment les trucs un peu spéciaux pour créer de la valeur. Tout à l'heure, on va discuter de ce qui crée de la valeur, C'est ça. enfin, comment tu arrives à créer de la valeur, mais j'ai l'impression que déjà, c'est ça ce qu'on peut dire. Bah, tu as parfaitement résumé ça. Clairement, si tu veux investir dans l'immobilier et que tu fais comme le Pékin moyen, bah, on va avoir un appartement, 2 appartements avec un rendement médiocre. On n'aura pas à creuser la fiscalité, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se dira: «Ah mais il y a ça comme impôt à payer» ou ça va augmenter votre, TMI, donc la tranche marginale d'imposition associée à vos revenus. Donc du coup, après, 2, 3, 4, 5 ans, si vous avez emprunté, ce que j'espère, c'est un minimum dans l'immobilier, bah, du coup, après, vous payez de moins en moins d'intérêts parce qu'il faut savoir que quand vous empruntez dans un crédit immobilier, vous payez beaucoup d'intérêts au début et puis après, c'est dégressif. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Donc du coup, après, au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec beaucoup d'impôts à payer, éventuellement des travaux parce que le bien, il a 5, 6, 7 ans, il faut le rénover. Et si vous n'avez pas fait un investissement bien dès le départ, et bien donc du coup, vous allez devoir le revendre des fois à perte. Et puis après, voilà, foirer carrément votre investissement. Non, en fait, tout se fait à l'achat. Il faut toujours chercher la bonne opportunité. Il faut aussi se faire d'expérience et commencer petit, comme j'ai fait. Donc, du coup, avec un box après de plus en plus grand. La maison que je vous parlais après, donc du coup, j'ai déménagé en résidence principale de mon duplex à la maison. Cette maison-là, je savais que j'allais pas la garder longtemps parce qu'elle était mitoyenne d'un côté, et puis voilà, moi je voulais quelque chose d'un peu plus indépendant et tout, mais voilà, elle était tellement pas chère, donc du coup que voilà. Et à la fin de mes études, en fait, bah, j'ai ma femme qui était enceinte, donc de notre première princesse et les projets Félicitations. ont changé et je voulais donc du coup, bah, on a décidé de carrément vendre la maison et déménager dans le sud. Cette maison, là, je peux être transparent juste sur celle-là, par exemple, je l'ai achetée 307 000 frais de notaire inclus et je l'ai revendue un an après 368 000. Donc Mais c'est toujours l'immobilier un bon a petit peut-être billet. déjà pris beaucoup aussi en Île-de-France à cette époque-là. Je ne sais pas, je connais pas les prix de À l'immobilier cette par cœur. époque-là, en un an, non, parce que là, Pas on parle autant, quand même pas de autant. 20%, on parle de quasiment 20%. Ouais, Non. Mais après là, c'était 307 000 frais de notaire inclus. ouais, Et puis donc là, c'est revendu 368. Ça fait toujours un petit billet en plus. ouais. C'est sympa. Et comme ça, après, mais par contre, quand on va dans le sud, bah, on avait acheté une maison à 200 000 euros. Et clairement, avec tout l'argent que j'ai mis de côté pendant que je cumulais beaucoup d'emplois et cette plus-value et toutes ces petites choses-là, bah, ça a permis d'acheter donc ma résidence principale cash et donc du coup avoir même encore de l'apport à côté. Et donc du coup, de pouvoir vraiment investir par la suite vraiment dans l'immobilier locatif. Voilà. D'accord. Bon. Et alors, bah, et là, à cette époque-là, tu as commencé par l'immobilier locatif avant l'investissement passif, Voilà, en oui, ETF, etc. Tu as commencé oui, par parce l'immobilier. que l'investissement passif, c'est bien quand on a de l'argent. Heu, quand Enfin, une voilà. capacité d'épargne, effectivement. Ou une Faut grosse d'abord pouvoir capacité épargner. d'épargne et tout ça, voilà. Moi là, donc du coup, je commençais infirmier, je faisais de l'intérim, je faisais quoi? Les 1 800-1 900 € par mois. Ouais. Donc j'étais loin de mes gros revenus d'avant dans la sécurité incendie et je commençais à visiter des appartements et tout et à un moment, je suis tombé sur un petit T2 avec des travaux que j'ai réussi à bien négocier, tout ça. C'était un petit montant, hein, c'était 33 000 €, hein et 1 000 € que j'avais budgétisé, quoi. Mais le problème, c'est que j'ai même pas pu emprunter 33 000 € Ça coupe un pour me peu. payer aussi. Ouais. Ouais. Mais là, c quelque chose que je conseille pas, mais que j'ai quand même fait parce que c'était un petit montant, je l'ai quand même payé cash.
du coup. Et comme ça a permis de me faire un investissement. Mais j'ai choisi, comme je vous parlais tout à l'heure, la connaissance de la fiscalité, de le mettre en loueur meublé non professionnel. Donc ça, c'est une fiscalité qui est assez intéressante parce que dès qu'on a moins de 23 000 € de revenus, en fait, c'est comme si on a vraiment, pour grossir le truc, le meublé non professionnel, c'est comme ça, on a les avantages d'une entreprise, mais pas les inconvénients de tout ce qui est RSI, de tout ce qui est taxation d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on Le reste RSI, ça n'existe particulier. plus hein, quand même, mais bon, depuis Oui, quelques années. Mais bon, oui. à l'époque, Enfin, ça existait en tout cas. à l'époque, c'était ça, voilà. Oui. Donc à l'époque, avec le RSI et tout ça, donc pas de cotisation sociale. Ouais. Donc en gros, vous prenez le prix du bien, 33 000, vous déduisez 10% à peu près. On dit que c'est le prix du terrain. Et puis après, donc cette somme-là, vous pouvez ensuite l'amortir, on va dire environ sur 25 ans. Donc c'est un amortissement donc, que vous pouvez déduire de tous vos revenus issus de l'immobilier tous les ans. Ensuite, vous déduisez vos travaux habituels. Les travaux d'électricité, plomberie et tout, dans le droit meublé non professionnel, c'est aussi de l'amortissement. Donc, c'est-à-dire si vous faites, je sais pas moi, 5 000 € d'électricité, l'électricité en général, ça s'amortit sur 10 ans, et bien tous les ans, vous allez amortir 500 €. Et en fait, tous ces trucs-là mis bout à bout fait que donc du coup, vous êtes peu imposable ou pas du tout imposable, même avec du déficit qui court chaque année en fait. Donc dans mes calculs sur celui-là, comme il y avait pas mal de travaux, c'était le cas. Donc c'est pour ça que donc du coup, je me suis permis de le financer cash. Et après, je me suis dit que plus tard, quand j'aurai un CDI en infirmier, et bien donc du coup, j'aurai aussi donc du coup des revenus en plus pour pouvoir encore plus emprunter. Voilà. Donc le principe hein, de l'amortissement, hein, c'est quand on fait un investissement, on peut le passer dans une, disons, en charge au fur et à mesure, et c'est déduit du chiffre d'affaires pour réduire Voilà, le bénéfice, et en général, on est imposé sur le bénéfice. Alors que voilà, dans la fiscalité normale, quand on fait un investissement, eh ben, on ne peut pas enlever ce coût de l'investissement pour dire ah non, je ne paye pas d'impôt sur cette partie-là. Dans le cas voilà, du LMNP et des entreprises, sur c'est le cas. l'immobilier. Voilà, exactement. Sur vraiment l'immobilier, voilà. Mm. Parce que sinon, il faut le faire dans une SCI et là, on se fait attraper donc du coup avec l'IS et puis après pour la sortie, c'est beaucoup moins avantageux. Et en loi meublé non professionnel aussi, quand vous vendez, du coup, vous êtes soumis aux impositions des particuliers. Donc du coup, tous les amortissements qui sont passés, et bien donc du coup, vous devez même pas les déduire pour payer une éventuelle plus-value là-dessus en fait. Mais par exemple, si sur ce bien-là, vous le gardez 5 ans, Ouais. en gros, et que vous avez amorti, donc du coup, tout à l'heure, j'ai donné 25 ans, donc Ouais. 5 ans, ça fait 20%. Donc on amortit 6 000, donc 6 600 € exactement. Mhm. Et bien ces 6 600 € ne seront pas pris en compte. Cet amortissement ne sera pas pris en compte lors de la vente comme un gain parce Mhm. qu'on est soumis aux impôts des particuliers. D'accord. Bon. Et c'est ça qui est très, très avantageux aussi dans ce système-là. Et puis on peut déduire, si on, je sais pas, on peut déduire nos frais d'essence pour aller sur le chantier. Le midi, si on est sur le chantier à faire des travaux, les restaurants, tout ça, on peut aussi les déduire comme une entreprise aussi. C'est ça qui est D'accord. très, très intéressant. Donc, tu as continué dans cette voie-là. Voilà, un loueur meublé non professionnel. Après, par la suite, l'année suivante, en 2015, j'ai acheté donc du coup un immeuble de 4 studios et un T2 euh, Mhm. qui était dans un bâtiment voisin. Donc c'était une SCI en fait familiale qui voulait se séparer, enfin qui ils étaient plus en bons termes, Mhm. qui ont voulu se séparer de tout leur immobilier. Moi, j'avais mis une annonce sur Le Bon Coin en disant que je recherchais des biens avec des travaux, me contacter, etc. Donc, voilà. Donc, ce qui était bien là-dessus, c'est que j'étais le seul à négocier. Bah, C'était pas comment en ça se fait? agence. Bah, pourquoi Bah, parce que, personne non, n'en était sur le coup pour comment ça se fait? parce que la personne m'a contacté via mon annonce sur Le Bon Coin. Donc, j'ai fait D'accord. la visite et j'ai pu négocier tranquillement. Et comme ils étaient pressés de vendre et tout, et qu'il y avait des travaux et que j'étais réactif, et bien Mhm. voilà. J'ai tout acheté, j'ai fait des travaux. Idem, je suis resté en leur meublé non professionnel. Euh, l'année, l'année suivante, donc du coup, j'étais parti sur un autre immeuble qui était composé de 2 studios et de 4 T2. Non, non, j'inverse. De 4 studios et de 2 T2, oui, c'est ce que j'ai dit. Et puis, ça, c'était. Par contre, là, c'était juste une annonce sur Le Bon Coin. C'était une personne qui a commencé des travaux et comme on était en secteur sauvegardé, il a fait n'importe quoi. Mhm. Donc, il a eu la mairie sur le dos, etc. Donc, il a préféré revendre parce qu'il en avait marre.
Donc, c'est quoi Donc un voilà. secteur sauvegardé? Tu peux te Un dire? secteur sauvegardé, en fait, c'est des bâtiments qui sont très anciens, 13e, 14e, 15e siècle. Oui. Et on est obligé de respecter une certaine réglementation. Par exemple, on peut pas mettre des fenêtres PVC, il faut que ça soit des fenêtres en bois. Mhm. Au niveau des planchers existants, il faut essayer de les restaurer puis les garder. On peut pas, voilà, c'est des petits exemples comme ça, on peut pas faire n'importe quoi. Au Mhm. niveau des volets aussi, tout est soumis à une autorisation. On peut pas, voilà, on peut pas mettre des balcons, des fenêtres, enfin des volets en alu, toutes ces choses-là et tout quoi, pour respecter vraiment le caractère ancien de ce genre de quartier. Voilà. Et, euh, et donc du coup, sur ce projet-là, ouais, voilà, j'ai mis quoi, 4, 5 mois de travaux pour tout refaire dans les normes et tout, et voilà. Et ensuite, l'année d'après, j'avais une locataire qui était dans ce projet-là qui m'a contacté parce que, en fait, son grand-père était décédé. Et donc, du coup, ils avaient une maison sur Cahors et savoir, avec énormément de travaux, savoir si ça m'intéressait. Donc là, maintenant, c'est le réseau, en fait, qui commence à se mettre en place. Et bah là, c'était une grande maison qui avait possibilité de faire 4 appartements parce que l'escalier était vraiment très, très bien desservi. Donc là, pareil, voilà. C'était l'année d'après mon autre projet immobilier. Et puis voilà, j'ai continué comme ça Alors à justement, résoudre. on va peut-être pas passer en revue tous tes projets Bah oui, c'est immobiliers, ça, ouais. mais plutôt quand on a préparé les différents leviers, je dirais, Voilà. qui permettent de créer de la valeur dans l'immobilier, sachant que tu as réussi à en créer en Île-de-France, mais aussi pour beaucoup en dehors d'Île-de-France. Donc, peut-être que tu pourras faire le parallèle entre les deux Mhm. types de marchés. Bon, déjà, on a cité donc trouver un super produit et l'acheter pas cher. Donc déjà, ça, c'est Mhm. un premier levier, que ce que tu disais. Est-ce que tu peux en dire Voilà. plus sur ce levier? Alors, ce levier-là, c'est clair. Il faut multiplier les visites et à chaque visite, négocier, tout simplement. Par exemple, pour un bien immobilier acheté, je fais environ 30 visites, 25 négociations. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais ce qui fait que avec cette technique, ça me semble quand même difficile dans les grandes villes, que ce soit Paris ou les villes Alors, comme petite Bordeaux, couronne, Lyon, alors, etc. alors, petite couronne, Marne-la-Vallée, quand j'y étais, je trouvais du 10% brut en 2013-2014. Ouais, quand même. J'ai trouvé du 10% brut, ouais. Et je visitais beaucoup moins et j'avais moins, enfin voilà, j'étais plus jeune, j'étais plus, enfin, j'étais pas dans le mouvement que je suis au jour d'aujourd'hui. Je pense, après, c'est difficile parce qu'il y a l'immobilier d'aujourd'hui et l'immobilier d'il y a 5 ans. Depuis le Covid, ça a vachement changé quand même, hein. Ouais. L'immobilier avec l'inflation et tout ce qu'on entend, c'est plus dur aussi. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Mais honnêtement, moi, je pense qu'en Île-de-France, avec cette technique du 8-10% brut, c'est possible. D'accord. Et 8-10% de brut, on parlera des optimisations après. En net, pour toi, ça fait à peu près du combien? Bah, ça dépend de la Ouais. fiscalité. Ça dépend s'il y a beaucoup de travaux ou pas. Parce que si Mhm. vous achetez un bien 100 000 euros et que vous avez 200 000 euros de travaux, Ouais. bah, le brut, vous retirez juste la taxe foncière Ouais. et puis la taxe propriétaire non occupant et ça fait votre net, hein. D'accord. C'est- Alors justement, parlons du deuxième levier, faire des travaux. Est-ce que acheter un bien avec travaux, c'est plutôt une bonne option? Oui, clairement pour moi, oui. Parce que, les trois quarts des gens, les travaux, ils vont pas être intéressés. S'il y a des petits travaux, c'est pas intéressant aussi parce que si vous mettez juste un coup de peinture, et puis vous faites, je sais pas moi, une nouvelle cuisine, c'est pas ça qui va vous faire, beaucoup de déductions. Mais par contre, si vous achetez un bien pourri qu'il faut entièrement rénover, c'est-à-dire changer toutes les fenêtres, refaire toute l'isolation, le chauffage, l'électricité, refaire les sols, la peinture, toutes ces choses-là, bah, en fait, vous allez vous retrouver avec une grosse enveloppe travaux, mais cette enveloppe travaux, après, elle va être déductible dans les impôts. Et Hmm. pendant plusieurs années, en fonction de la fiscalité, eh bien, vous serez exonéré d'impôts et donc du coup, vous aurez du cash flow qui sera beaucoup plus important. Et cet argent-là, vous pourrez donc du coup le placer dans d'autres placements pour être diversifiés, comme des ETF par exemple. Et ça permet de faire grossir la boule de neige, quoi.
Mais pour ça, il faut quand même savoir dialoguer avec des entrepreneurs, faire des devis, C'est ça. savoir comparer et suivre ce qu'ils font, ou faire soi-même. Voilà. Et disons que, imaginons qu'on choisisse des entrepreneurs, donc ça demande quand même un certain savoir-faire. Bah, c'est pour ça qu'il faut pas commencer par un gros immeuble, Ouais. quand on n'a pas d'expérience. Quand j'ai commencé, je savais, à peine poser du parquet et faire de la peinture. Donc Mm. j'avais pas beaucoup de compétences. Mais, quand j'ai acheté le T2, beh, là, j'ai refait donc la peinture, les sols, pose de cuisine et puis après j'ai pris un plaquiste, et un électricien et un plombier et pour ce faire, bah, donc du coup, bah, j'ai fait, 4 devis sur chaque corps, d'artisan et ça m'a permis de voir que, bah, pour la même chose, les artisans, bah, ils prennent du simple au double alors que c'est exactement le même devis. Donc faut être méfiant de base. Et puis après, donc discuter, négocier et plus on après on a des gros projets et plus après donc du coup les artisans ils jouent le jeu et puis ils tirent, les prix vers le bas, ça les intéresse. Il faut jouer, aussi là-dessus, quoi. Ouais, d'accord. 3e levier, l'emprunt. Ah Est-ce que tu l'emprunt, ouais. pourrais… Alors, l'emprunt, c'est un gros sujet, surtout que j'ai vu que tu arrivais à emprunter à des très bonnes conditions Mmh. sans avoir des revenus énormes en CDI, etc. Et pourtant, tu y arrives. Alors, pour toi, quelles sont les techniques, les trucs à savoir? Bah, après les techniques, j'avais commencé à faire, pareil comme les artisans. J'ai fait 6, 7, 8 banques et j'avais fait un courtier et j'ai vu très rapidement que le courtier, en fait, c'était beaucoup plus efficace et les taux étaient beaucoup plus intéressants. Donc au mieux de comparer, les banques, bah, moi, en fait, j'ai mis en concurrence 2, 3 courtiers, déjà et avec les 2, 3 courtiers, bah, ça, c'était pour mon 1er investissement, enfin le deuxième, parce que le 1er, je l'ai payé cash. Donc j'avais un taux qui était je m'en souviens plus exactement, mais qui était très, très correct pour l'année, c'était en 2015 et après par la suite, avec l'expérience, du coup, bah, on se fait un réseau, donc on est un petit peu plus connus. Hem On peut se permettre d'aller voir directement, des directeurs d'agence et tout ça pour, négocier directement avec eux, parce qu'ils préfèrent passer comme ça que payer un intermédiaire, donc un courtier et après voilà, c'est un mélange de bluff, un mélange de je sais pas comment dire, c'est vraiment au niveau relationnel en fonction de la personne avec qui on a en face, quoi. Clairement, le conseiller bancaire ou le directeur qui a besoin d'une autorisation ou que je sens qu'il comprend pas trop ce que je fais, souvent je perds pas mon temps parce que c'est souvent des refus ou des conditions pas très optimales le parce que la personne comprend pas mon business et souvent, par expérience, j'ai remarqué que, bah, je sais pas, ça avance pas, quoi. Alors que dès qu'on tombe vraiment sur une bonne personne à un moment et beh, celle-là, il faut pas la lâcher et c'est niveau relation, ça elle veut nous suivre, elle veut voilà et avec l'expérience par contre et les années, quand on commence à avoir du patrimoine et donc des CTO, des PEA, tout ça, vraiment ouvert, au plafond et cetera, bah, ça nous ouvre quand même plus de portes. Parce qu'ils sont contents de rapatrier, de l'argent et puis donc du coup, ils nous offrent un bon taux. Donc moi personnellement, j'ai changé, peut-être 5, 6 fois de banque en 6 ans quoi, en 6, 7 ans. Ah oui, C'est quand pas même. quelque chose qui m'a fait peur. Ah oui, oui, moi je vais toujours là où c'est le mieux. Voilà et là donc du coup actuellement ma banque, j'ai fait donc beaucoup de courses à pied et le directeur d'agence c'était un copain avec qui je courais, qui était passé directeur et lui, bah, depuis, il me met plutôt bien. C'est avec lui que j'ai eu des bonnes conditions, il me fait plutôt confiance et puis donc du coup, ouais, là, ce jour, depuis 2, 3 ans maintenant, je suis chez eux. Ils m'ont aussi donc j'ai un emprunt immobilier et 2 emprunts pour, des SCPI dans une société, à l'IS, dans une SCI, Ouais, on va en du parler tout coup. à l'heure. On va en parler tout à l'heure et là, je suis resté avec la même banque. Mais après, c'est voilà, j'ai multiplié, encore une fois, c'est comme les visites dans l'immobilier, j'ai multiplié les contacts. D'accord, bon. En fait, c'est le mouvement qui crée, pour moi, voilà, c'est le mouvement qui crée l'investissement, l'argent, la chance, tout ça. Il faut être actif, 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 surtout. Ouais, parce qu'effectivement, on se pose toujours la question, donc tu sembles avoir très bien réussi, et on se pose toujours la question de savoir si c'est reproductible, parce que le marché, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas le même, etc. Oui, c'est pas reproductible en l'état, mais ce qui est peut-être reproductible, c'est un certain dynamisme d'aller chercher les trucs, et c'est comme ça que la chance arrive. La chance, elle n'arrive pas si on fait rien. Voilà. Bah, celui-là qui habite en plein cœur de Paris, qui veut faire de l'investissement dans Paris en croyant qu'il peut faire du 15%,
Bah, après, il peut peut-être déménager et je sais pas, moi j'ai déménagé aussi, j'ai eu un gros apport et ça m'a permis aussi de réussir dans ce domaine-là. Si je serais resté à Paris, est-ce que ça aurait été plus compliqué ou est-ce que je serais resté sur du 10 comme je disais tout à l'heure, mais ça s'autofinance juste. Donc au bout d'un moment, ça serait peut-être bloqué plus rapidement, on ne sait pas. Il faut bouger, bouger et D'accord. Alors, on continue les leviers. Super bien géré, ça veut dire quoi? Et alors, souvent, ah, quand on parle des, comment ça s'appelle, de ce qu'on voit sur YouTube, sur les vidéos classiques de j'ai mmh, acheté 26 appartements, c'est bah, ouais, j'ai loué au-dessus du prix, j'ai divisé en 4 pour louer au-dessus du marché. Bon, voilà, mmh. c'est Tout tout ça, c'est ça. des conneries, ça. Vraiment, excuse-moi du terme, mais c'est vraiment des conneries. Parce que louer est 4 fois plus cher ou enfin, non, l'immobilier, c'est pas aussi simple que ça. Hem, moi déjà, heu, dans l'immobilier, il faut pas oublier que c'est un investissement qui est risqué. C'est comme de la bourse, c'est pas vous mettez de l'argent dans un livret A et puis voilà. Donc pour moi, il faut toujours une marge de sécurité. C'est pour ça qu'il faut acheter, un pas cher, parce que ça fait une marge de sécurité au cas où si vous devez revendre. 2 quand vous faites vos estimations, moi perso, je refais à neuf et je loue 10 ou peut-être 5 moins cher que le marché. Parce que comme ça, quand ils sont prêts, je les loue en 48 heures et au moins j'ai l'argent qui rentre directement. Et c'est que quand j'ai des changements de locataire que je vais me mettre au prix du marché parce que j'ai un mois de préavis et pendant un mois, je peux faire des visites et donc du coup, j'ai le temps d'augmenter mes tarifs. Hmm. C'est tous ces petites choses à savoir qui sont importants, de penser plutôt petit dans ce cas-là et quitte à être content après, comment dire? Quand je dis petit, c'est penser, plus bas quoi, de ne pas écouter tous ces youtubeurs qui vous disent: «Oui, là je revends, 4 fois le prix, alors que je suis en train de boire, un mojito, sous un cocotier», tout ça non, ça clairement c'est pas ça. Et aussi moi l'immobilier, à partir de 10 locataires, honnêtement, ça m'a pris un mi-temps en gestion, 15-20 heures, parce que, en meublé déjà, parce qu'en meublé il y a beaucoup de turnover. Il faut aussi refaire un petit peu l'appartement de temps en temps. Voilà, je enfin, des locataires en continuant à investir et en faisant aussi des travaux dans d'autres biens. Là, c'est minimum un mi-temps. Alors là, comme tu disais tout à l'heure, moi j'ai 20 biens et c'est facile et tout. Franchement, clairement, j'aimerais bien qu'on la présente sa personne-là. Je pense que ce serait assez sympa de parler ensemble, ouais. Ah bah, ça, c'est intéressant d'avoir cet ordre de C'est grandeur, de te dire que voilà, 10 locataires, c'est un mi-temps, donc ouais, c'est une 10 vingtaine. locataires Ouais, en gestion, un mi-temps si on continue à visiter, vouloir investir et toutes ces choses-là. Ouais, c'est ouais, un taf à mi-temps. Voilà. 20 heures par semaine, quoi, grosso modo, ouais, on va dire. Oui, en Ouais, comptant, les visites et tout ça, pour d'autres, ouais, si on veut vraiment être investisseur, hein. ouais. Voilà, Donc ce qui fait qu'effectivement, bon, si on a déjà un travail, surtout s'il est prenant, rajouter 20 heures, c'est voilà. pas évident, effectivement. Donc c'est C'est pour ça investissement que j'étais direct. passé à mi-temps, moi. En Voilà, infirmier, je suis passé à mi-temps pour, continuer dans cette voie-là. Voilà. voilà. On t'a fait ça et aussi tu as choisi des options plus passives qui prennent 1 minute par mois. Mmh. Donc effectivement, tu investis, c'est pour ça qu'on se connaît, Ouais. avec les ETF, l'investissement passif. Et Mmh. voilà, donc est-ce que tu peux nous dire à partir de quel moment tu t'y es mis en complément? Comment est-ce que tu vois les deux types d'investissements? Comment est-ce que ça se marie? Mmh. Bah, en fait, c'était en 2018. Donc en 2018, j'avais plus de 20 appartements, donc du coup en meublé et j'étais en train d'acquérir un grand immeuble où, je pouvais en faire, 5 grands appartements type F4. Mmh. Et là, clairement, c'était un tournant parce que je pouvais plus gérer donc du coup, plus de 20 locations, de gérer mes travaux dans un immeuble à 400-500 m². Il faisait, ouais, à peu près presque 500 m², celui-là en tout, avec des travaux très lourds. Parce que cet immeuble il avait une déclaration d'insalubrité avec l'ARS, pour dire l'état de l'immeuble quand même. Et en plus de ça, il y avait un changement de fiscalité, c'est-à-dire que j'étais loueur meublé non professionnel et comme j'ai dépassé les 23 000 € de recettes depuis très longtemps, bah, je serais passé loueur meublé professionnel parce qu'on avait une obligation d'être inscrit au RCS, alors que sous l'ancienne version, c'était pas une obligation. Donc en fait, cette condition, elle a été supprimée et donc du coup, c'est devenu obligatoire.
Donc tout ça mis bout à bout, et bien, tout ce que j'avais en meublé, bah, je l'ai revendu, du coup, cette année-là, pour pouvoir, continuer des investissements dans des grandes surfaces, et ne pas faire de meublé pour avoir moins de turnover. Deuxièmement, pour diversifier mon patrimoine qui était quand même essentiellement sur de l'immobilier. Et là, donc du coup, à ce moment-là, donc j'ai pu, investir dans des ETF, du coup. Parce que moi, je reste très simple, c'est un ETF Monde, hein. J'imagine que si vous écoutez cette chaîne YouTube, Épargnant 3.0 avec, l'ETF Monde, 1 minute par mois qui fait mieux de plus de 90 des professionnels, tout ça, je vais pas vous refaire une petite, petite conclusion là-dessus, mais clairement, moi, ça me va parce que comme je suis impulsif, du coup, moi, les titres vifs, ça me fait faire n'importe quoi. Donc heureusement sur des petites sommes, mais à chaque fois, quand un marché montait de 20, bah, je gagnais que 5. C'était souvent le cas. Donc c'est pour ça que moi, clairement, la stratégie passive, ça me va. Et Parce donc du que coup, effectivement, donc tu cherches à faire la stratégie passive, mais je sais que de temps en temps, tu fais du market timing, tu ah choisis ouais. des actions, tu te laisses avoir quand même par Oui, ça. oui, oui, oui. Ouais, oui. Tu es humain. Surtout, ouais, ouais, surtout là, donc ça, c'était en 2019. Donc enfin, ouais, fin de 2019, mais là, c'était, début 2021, alors que la bourse avait enfin, suite au Covid, monté, en flèche, quand il y avait une mauvaise nouvelle, la bourse montait et tout. Bah, là, j'ai voulu faire du market timing et j'ai revendu pour 6 mois pour voir. Et bien forcément, hein, on connaît tous les 6 premiers mois de 2021, ce qui s'est passé. Je suis re-rentré sur les marchés, maintenant je suis full investi, mais j'ai eu 6 mois de perte de performance, encore une fois. Et là, c'est terminé. C'est la 3e fois que je fais du market timing comme ça, c'est fini. Au bout d'un moment, voilà, surtout à mon âge, quand c'est sur du long terme, il faut rester investi, quoi. Ça, c'est clair. Ça marche. Donc tu as une grosse partie, effectivement, qui est en ETF actions et en fonds en euros. Ou, Voilà. Et encore là, même le fonds euro que j'ai là, sur 2022, je vais quand même réduire, significativement, cette poche. Je vais peut-être, descendre à 10 ou 20 et le reste en actions sur le capital mobilier. Parce qu'en fait, je me dis que je suis jeune, donc sur du très long terme, s'adapter. voilà. Et tu n'as pas peur qu'on s'abaisse. Voilà, parce qu'il faut, pour pouvoir avoir une Oui, allocation élevée en actions, il faut non seulement avoir des projets de long terme, avoir du temps, voilà, mais aussi être en capacité d'accepter les baisses du patrimoine qui c'est peuvent ça. être élevées quand même. Voilà. Voilà. Mais là, c'est parce que j'ai pas peur, c'est parce que j'ai un gros patrimoine immobilier à côté. Ouais. Qui est, quasiment, bah, là, je suis très peu endetté. Là, je viens de vendre ma résidence principale la semaine dernière en plus. Donc du coup, je n'aurai plus d'endettement, carrément. Et puis mon patrimoine immobilier net est supérieur à tout ce que j'ai en donc en actions et fonds euros. Donc pour moi, ça y joue aussi sur la tranquillité d'esprit, quoi. Ah, ça, ouais, c'est sûr. Voilà. Et alors, tu complètes aussi par un autre Ouais. levier. J'ai fait des articles récemment sur le sujet, Mmh. sur la SCPI, C'est c'est ça. ça, qui est un autre investissement passif, ce qui permet Mmh. d'investir dans l'immobilier euh, pro, en l'occurrence, hein, Voilà. bureaux, centres commerciaux, parfois logistiques, Mmh. en n'y passant qu'une minute par mois. Mais il peut y avoir quand même des frais importants, donc il faut quand même Mmh. faire attention. Donc, tu as fait ce choix-là aussi. C'est ça. Après, j'ai fait ce choix, donc par contre, je l'ai fait via une société parce que en nom propre, c'est pas intéressant, parce que sinon on est soumis à l'imposition comme si on avait de l'immobilier, de l'immobilier classique, en fait. Et les rendements, ils sont quand même assez faibles, contrairement à ce qu'on peut faire en physique, de l'ordre de 4,5, 5,5 en moyenne, Mhm. pour, la bonne moyenne des SCPI, hein. Forcément, il y en a qui font moins, il y en a qui font un petit peu plus, mais je pense que c'est une bonne moyenne. Donc du coup, je suis passé plutôt en société pour une principale chose, c'est que, des SCPI, je sais pas si tu l'as déjà, je sais que tu l'as déjà expliqué, mais, ça peut être démembré. Donc en fait, il y a la pleine propriété, donc c'est si on est à 100 propriétaire, mais après on peut être juste nu propriétaire et usufruitier. Après il y a des clés de répartition. Donc, le C'est-à-dire fruitier, c'est celui qui a les dividendes, les revenus. Et voilà, en revanche, il ne profite pas de la hausse ou du prix de la part et il ne risque voilà, pas la baisse du prix de la part.
Et le nu propriétaire, il n'a pas de revenus pendant le temps où il est nu propriétaire, Mm. mais il profite de la hausse et il risque la baisse du prix de l'appart. Voilà. Et le nu propriétaire, du coup, il paye moins cher que la pleine propriété, mais en contrepartie, il fait abstraction des loyers pendant 3, 5, 7, 10 ans, 20 ans, en fonction de la clé de démembrement qu'on choisit. Voilà. Et ce qui est bien dans une société à l'IS, c'est que cet usufruit que vous achetez, bah donc du coup, vous pouvez faire un amortissement. Je parlais aussi au début. Donc du coup, vous limitez encore une fois votre imposition. Et en faisant un montage optimal, et même si vous arrivez à emprunter pour de l'usufruit, donc il y avait qu'en plus l'effet de levier là-dessus. Donc du coup, C'est bah, assez vous arrivez rare. même à un Ce enrichissement. ce qui est Non, possible parce que tu l'as fait. En revanche, oui, il faut avoir quand même un bon dossier. Voilà. oui, c'est ça. Il faut avoir un très 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 bon dossier pour ça et surtout le bon interlocuteur qui comprend ce business. Ouais. Parce que le conseiller bancaire classique, il va pas comprendre ce montage-là. Même les CGP que j'ai vus, bah, même au jour d'aujourd'hui, ceux qui m'ont suivi, ils comprennent pas à 100% ce type de montage parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de le faire. Hmm. Voilà. Bon, on va Et pas donc du détailler le montage, coup, voilà. de ce Non. montage en voilà en. Mais c'est un autre levier Ouais. d'investissement et qui est passif et qui est, voilà, Voilà, c'est assez sympa. voilà, il y a des montages qui sont possibles, effectivement, qui sont plus ou moins risqués, avec plus ou moins de marge de manœuvre. Mais Mm. effectivement, il y a plein de choses qui sont possibles, je le dis, au-delà des ETF. Mais les ETF, hein, pour moi, c'est un petit peu la fusée, le cœur, quand on n'a pas trop de temps. Après, toi, effectivement, historiquement, tu as eu une énergie et du temps pour créer Mm. de la valeur Mm. autour de ça. Et donc, c'est très bien et bravo. Si tu n'avais eu qu'une minute par mois, tu n'aurais pas pu faire ça comme ça. Voilà. C'est sûr. Écoute, bah, je te remercie, c'est vraiment super intéressant. Mais je vois que tu as tout vendu là, pratiquement, tu n'as plus qu'un patrimoine financier. Donc, t'en es Oh où non, là? non, il me reste beaucoup d'immobilier quand même encore. Ah oui, Si, beaucoup. si. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, en fait, là, donc du coup, nous, on a décidé de voyager sur du très, très, très long terme Ouais. maintenant. Là, en septembre, octobre, novembre 2021, on a fait un tour d'Europe en famille. Donc, du coup, on a aussi une chaîne YouTube là-dessus. Ah, je Bah, si mettrai je peux te le lien. mettre un lien. Ok. Super. Ouais. Et donc, du coup, ça nous a vraiment clairement donné envie d'être nomade, en fait. Donc là, on a même revendu notre résidence principale. Je garde mon locatif pour avoir une diversification de mon patrimoine. Et puis là, en septembre, on va partir pour un an ou deux, faire l'Asie, l'Océanie, puis par la suite, on fera sans doute toute l'Amérique. Ouais. Voilà. Sachant que On est tu as vraiment des enfants quand même, donc ça c'est ouais, audacieux, hein, c'est 6 ans et possible. 8 ans. Voilà. Ouais, Donc tu pars 6 ans et en 8 ans. famille et tu vas faire l'école à la maison et ils vont apprendre des choses qu'on n'apprendrait pas à l'école en plus. Voilà. Voilà. Chose qu'on a déjà expérimenté depuis 3 mois et ça se passe vraiment très bien. Elles sont même revenues à l'école avec en avance. Donc c'est une très très bonne chose. Ça nous a reconforté là-dessus. C'est ça que c'est une grande question, quoi. D'accord. Bon. Et donc pour répondre à ta question, oui, le patrimoine là actuellement, j'estime là dans 6 mois quand tout sera bien bien mis en place, je serai à 50% immobilier et 50% immobilier, dont là-dedans 80-90% de bourse. Voilà. D'accord. Et donc tu vas vivre de tes revenus, loyer, et puis tu vas ponctionner ton capital pour vivre avec ce capital. Tu vas prendre Voilà. les deux options à la fois, c'est ça? Voilà. Pour diversifier tes revenus. Voilà. Mais après, je diversifie donc mes revenus, mais après, avec ma SCI, du coup, je continue à capitaliser avec tous les emprunts aussi. Oui. Donc comme ça, je consomme et je capitalise en même temps, ce qui est une forme de sécurité. Et voilà. La SCI, c'est notre retraite. Oui, parce que ce sont des emprunts quand même, pour être en cash flow neutre ou positif, faut prendre des emprunts relativement longs. Alors, je ne sais pas si Voilà. un emprunt à 20 ou 25 ans t'emmène jusqu'à la retraite, mais enfin, ça t'emmène quand même relativement loin. Voilà. Oui, 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 oui. Moi, j'emprunte que sur 20 ans à chaque fois. Et oui, oui, c'est sûr que là, ça fera 50 ans. Ouais. J'aurai 50 ans Bon, environ. c'est pas la retraite, hein, normalement, pour la plupart des Non. gens. Mais ce sera ma petite sécurité. Enfin, ce sera ma petite poche retraite parce que là, j'ai fait une simulation. Comme j'ai arrêté de travailler là maintenant il y a 2-3 ans, j'aurai 250 euros de retraite. Hein. Ah bah oui, bah c'est le principe. C'est ça. C'est le Donc, je me principe. la fais.
Voilà, c'est ça, tu fais ta retraite personnelle. Écoute, Voilà. Christophe, merci beaucoup. C'était intéressant. C'était une vidéo assez différente de celle que je fais d'habitude. Après, c'est Mm. l'occasion, comme tu fais ta chaîne YouTube, tu as eu un parcours particulier d'échanger. Voilà, et ce que je trouvais encore une fois intéressant, c'est que tu mixes les approches, tu es ouvert Mm. à plein d'approches. Et je trouve ça vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Voilà, Oui, merci. Et peut-être puis si tu as si, un… ouais. Excuse-moi, vas-y, Ouais, vas-y. je te disais, si ça vous intéresse, du coup, tu sais, j'écris un livre là, du coup, qui sortira normalement cet été. Ah, Donc un petit peu sur tout mon parcours. Donc il ouais. sera beaucoup plus détaillé avec des photos avant, après, des astuces, des fiches. Voilà. Normalement, il devrait sortir cet été-là. Bon, bah, écoute, bon courage, parce que je sais que Merci. d'expérience, rédiger un livre, c'est énormément d'efforts, et après le promouvoir, c'est énormément d'efforts. Donc Mm. effectivement, donc c'est avec plaisir aussi que je t'invite pour être tout à fait transparent sur la chaîne, pour t'aider, Merci. sachant qu'on a beaucoup discuté individuellement sur plein de choses, sur des montages, etc. Moi, j'adore discuter avec les gens de tous horizons. Et voilà, et pas que ceux qui font des ETF, justement, ça permet de Ouais, diversifier c'est les ça. points de vue. Donc, je te remercie aussi de ton aide et de ton apport qui m'a fait voir certaines choses autrement. Donc, voilà, c'est un juste retour de choses Mm. que je Bah, mette en merci. avant ton parcours. Et Super. merci. Et voilà, j'espère que ça intéressera les gens de voir ce Mm. parcours. Écoute, je te dis à très Merci. bientôt, en tout cas. Salut Edouard. Merci. Au À plus revoir. tard. Salut.